Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le RMC Fighter Club. On va débriefer l'UFC 324 avec, comme toujours, le pilier de ce podcast. Salut Baba. Salut, comment ça va? Bah ça va, t'as la forme? Ouais, écoute, on a bien récupéré déjà. Bien récupéré, bah ouais, c'était dans la nuit de samedi à dimanche avec une heure gagnée, mais finalement, vu qu'il y a eu beaucoup de combats à la décision, bah on n'a pas fini plus tôt. On n'a pas gagné beaucoup de temps, mais en tout cas, Charles, c'était mitigé. On va y revenir. C'est ça. J'ai un sentiment mitigé après avoir reposé un petit peu l'esprit. Ouais, il y a plein de choses à dire sur les performances, sur la technique, sur les combats qu'il y a eu. Il y a eu un nouveau diffuseur aussi, donc certaines nouvelles habitudes qu'il va falloir prendre, quelques changements, notamment sur les bonus qui sont distribués en fin d'événement. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire, et notamment aussi sur le combat principal qu'on va évoquer. On vous le rappelle, continuez à liker, à commenter sur les différentes pages du Fighter Club, ça est toujours avancé. Et cette semaine, on sort aussi un autre épisode pour parler de l'UFC 325, parce qu'il y a deux numérotés qui se succèdent. Ça arrivera ce week-end avec notamment Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker, à retrouver cette semaine pour le RMC Fighter Club. Allez, en attendant, c'est parti pour le débrief de l'UFC 324, où il y a eu du bien, et on le disait, aussi du moins bien, et qui s'est terminé par une belle guerre entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Las Vegas, ouverture de balle pour la saison 2026 de la plus grosse orga du monde avec l'UFC 324. 11 combats au total, Baba, avec donc cette ceinture intérimaire remportée par Gaethje, O'Malley qui renoue avec la victoire, la sensation Cortés Acosta qui continue sa marche en avant, et les perfs des deux Silva, Jean et Natalia. Et puis on évoquera aussi les victoires de Nurmagomedov et de Gauthier tout à l'heure en prélims. Tu m'en parlais tout à l'heure, il y a eu une conférence de presse aussi de Dana White qui a été, on va pas dire pour une fois, mais c'est vrai que parfois il est pas froid. Ouais, d'accord, voilà, Baba il va tout de suite. Voilà, pour une fois, la conférence de presse de maximum, voilà. de Dana White était intéressante sur cet après-événement. La globalité d'abord, Baba, t'étais aux commentaires sur MC Sport, donc t'as pu bien analyser toute cette soirée. On a commencé avec 4 finishes d'affilée, y compris sur les early prelims, et puis derrière, il n'y a eu qu'un seul finish sur les 7 derniers fights. C'est ce qui a rendu la soirée un petit peu plus soporifique sur la fin. Ouais, c'était un peu plus long, c'était un peu plus... Bon, après, moi, il y a certains combats qui vont à la décision que j'aime bien, et il y a des combats qui sont très intéressants dans le lot. Maintenant, c'est vrai que c'était plus long. T'as l'impression que c'est comme si sur cette prélim et sur cette main card, il y avait pas mal de pression sur les combattants, d'ouvrir le bal de cette nouvelle ère un petit peu. Et donc voilà, on a choisi... et je vais pas leur reprocher, parce que c'est un reproche que je vais peut-être avoir sur le main event en partie, donc je vais pas leur reprocher d'avoir été tactique, d'avoir choisi leur moment à ces combattants-là, parce que c'était des match-ups équilibrés, et en fin de compte on a eu des combats équilibrés, donc ouais. Pourtant, on le disait, parce qu'avec ce changement de bonus, en fait, on est passé de $50 000 de bonus pour les Performance of the Night, pour les Fight of the Night, à $100 000 de bonus. Et en plus de ça, dès qu'il y a un finish, si tu as respecté les consignes, c'est-à-dire que tu as été au poids notamment, tu as $25 000 en plus. Donc quand c'est parti la soirée, on s'est dit, ça y est, les combattants, ça va finish de tous les côtés, parce qu'en plus de ça, il y a 25 000 à prendre. En plus, si jamais tu fais un fini, et finalement, ça ne l'a pas fait sur les combats de la fin. Ouais, c'est vrai, comme quoi, tu vois, même si tu as cette carotte qu'on te met devant le visage, c'est vrai aussi que plus tu montes dans les classements, et il y avait beaucoup de combattants classés sur la carte, donc il y avait des combattants, il y avait des combats entre combattants classés, il y avait des combats qui impactaient directement l'avenir de certaines catégories, donc en fait, même si tu leur mets de l'argent devant les yeux, c'est pas si simple que ça, parce que c'est du très très haut niveau, tout simplement. Ouais. Un mot de ta part juste là-dessus, sur les changements de bonus, parce qu'on n'a pas pu l'évoquer dans le preview du RMC Fighter Club sur l'UFC 324, parce que ça a été annoncé à peine 24 heures du fight par Dana White. C'est plutôt quelque chose forcément de positif, et c'est aussi en réaction avec ce qui s'est passé en conférence de presse et sur cette Fight Week, parce que Justin Gaethje il dit, mais j'ai eu 14 bonus à l'UFC, j'ai même pas gagné $1 million avec ces 14 bonus. Donc en gros, c'est vrai que quand tu y penses, tu dis 14 bonus, c'est un truc de fou. Et ne même pas prendre entre guillemets $1 million quand tu as fait autant de perfs. Alors il a été payé à côté, il les a largement gagnés, son $1 million. Mais il y a quand même quelque chose qui pouvait poser problème. Ouais, c'est ça. En plus, surtout quand tu prends le cas de Justin Gaethje, qui est encore plus particulier que certains autres cas, parce que c'est le compagnon par excellence. Tu l'appelles, il est là, il a quasiment jamais réclamé quelque chose à part
cette dernière année, quand il a dit moi je combats pas si c'est pas pour le titre, parce qu'il estimait qu'il avait rendu service à la compagnie et qu'on ne lui avait pas rendu service en retour. En dehors de ça, il a toujours répondu présent. Le gars, il est toujours au poids, il est professionnel, il te livre des guerres exceptionnelles. Donc ouais, je comprends qu'il avait un petit peu mauvais, surtout quand il entend des mecs comme Daniel Cormier dire bah si tous les combattants ont été augmentés, bah en fait non, tu vois, et où tu le sais pas. Donc faut arrêter aussi de toujours vouloir porter la parole d'une organisation qui dit pas la vérité. On va encore dire Baba se dresse contre Dana White ou quoi. Non, c'est pas ça, c'est que faut dire les choses. Est-ce que c'est bien que les bonus aient augmenté? Oui, mais je peux pas ne pas rajouter encore heureux. Vu que vous signé pour 7 milliards. Ça paraît être une logique. Il n'y a pas que les bonus qui doivent augmenter. Hein. Mais sauf que, et pour finir là-dessus et pour rentrer dans le vif du sujet, on a eu, tu as vu, tu sais, des extraits de conversations entre des managers et les matchmakers de l'UFC. Et c'est pas folichon, ça vole pas haut. Les managers ne sont pas là pour leurs combattants. Il y a Younes Ben Abdelawed qui a réagi par rapport à ça aussi sur Twitter, notamment. Manager de Nassourdine Magomedov. Et il le dit clairement, ça va pas. Ces managers-là, ça va pas, ça fait pas le taf et ils sont pas là pour protéger les intérêts de leurs combattants. Donc voilà, moi j'attends de voir en espérant que cette année, on ait des combattants qui disent j'ai re-signé. Et j'ai une belle augmentation et ça va le faire. Quoi. On espère avoir des exemples concrets qui puissent justifier ce que tu es en train de dire. La carte au global, du coup, elle a connu aussi pas mal de changements. Kyle Harrison qui avait sauté quelques temps avant sa title défense, des problèmes de pesée aussi pour Figueiredo notamment. Je crois presque 2 kilos pour Figueiredo. Ouais. C'est quand même une grosse faute professionnelle pour lui. Ouais, c'est dur. Il y a eu des problèmes de poids donc, pour Davison. Il y a eu un autre... C'était qui avait raté au niveau du poids, ce qui est un élément qui est lié, mais il y a Cameron Smotherman, ce malaise de fou qui est très spectaculaire et qu'on a vu passer un peu partout. Jour 1 de Paramount, quoi. C'est ça. Quand tu veux aussi essayer d'accrocher un nouveau public et qu'il faut essayer de lisser un peu l'image, de donner du spectacle, là tu te dis que cette image est vraiment pas bonne. Surtout qu'il faut dire, on la voit pas souvent quand même. Celle-ci, elle arrive quasiment pas. Enfin, en plus, la manière dont il tombe, c'est spectaculaire. Soyons honnêtes, c'est bien. Comme ça, on peut être honnête avec tout le monde parce que nous on est là quand ça se passe. Il y a le rédacteur en chef Laurent Dupuis qui est là. On a l'image que Hugo Pérez a capté, notre envoyé spécial pour toute la semaine là-bas. Et tout de suite on se pose la question entre nous, est-ce que nous on la diffuse? Et la première réponse qu'on a, nous, c'est non. C'est une fois que tous les autres médias, tout le monde a communiqué là-dessus, tout le monde l'a diffusé, que finalement, sur le compte, ce qu'on appelle le compte blanc, nous, le compte RMC Sport normal, entre guillemets, généraliste, ça a été posté aussi. Mais nous, on s'est posé la question, parce que c'est une image qui est un petit peu dure quand même. Tu vois. C'est un peu dur. Après, à mon sens, c'est vrai qu'une fois que ça tournait un petit peu partout, ne pas la diffuser, c'est un peu essayer de tourner le regard ailleurs. Oui, tu vas à contresens. Donc, voilà, une fois que... Mais bon, et d'un autre côté, même si on avait été les premiers à la diffuser, elle aurait aussi tourné derrière. Alors, pareil, tu vois. Mais c'est vrai que ça interroge. Ça interroge. Et heureusement, alors il va bien, il a fait un message aussi derrière. D'ailleurs, je me suis interrogé parce que quand tu vois son message, il a le nez qui est quand même pas mal dévié. Il a même pris les points de suture. Et donc, je sais pas si le nez c'est aussi dévié. Je sais que les points de suture sont faits au moment de la chute. Le nez, je sais pas si c'était déjà avant ou si il faudrait que je vérifie. Mais d'ailleurs, Hugo Pérez, et après on va partir en focus sur Pimblet Geji. Hugo Pérez, qui était donc notre reporter sur place, il m'a dit, il s'interrogeait aussi sur place avec d'autres journalistes en disant, comme la pesée était à la T-Mobile et pas dans des infrastructures d'un hôtel comme ils ont l'habitude de le faire, peut-être que ça avait joué aussi sur les tout derniers moments de cutting des combattants. Voilà, c'est un des trucs sur lesquels eux s'interrogeaient sur place. J'ai pas pu non plus le réanalyser ou quoi que ce soit, mais en tout cas à chaud, c'était une des analyses qu'eux avaient en disant peut-être que ça peut jouer sur certaines habitudes qu'ont certains combattants. Il y a plein de problèmes juste avant d'aller à la pesée, à la balance. Il y a eu pas mal de galères. Il y a même ils ont commencé à parler de malédiction sur cet event parce que je crois que Figueiredo, pour le coup, lui, c'est son voyage qui a été compliqué. Il a dû changer d'avion, etc. Il est arrivé beaucoup plus tard que prévu, donc il a commencé son cutting beaucoup plus tard que prévu. Bref, il y a pas mal de circonstances de toute façon. Là, ce qui est particulier, c'est qu'ils avaient ils avaient un plateau spécial pour la pesée, ce qu'ils ne font jamais. Donc t'as Bisping qui est en train de dire que lui, il a pas de sympathie pour les mecs qui ratent le poids. Tu comprends, faut être professionnel. Et t'as le gars qui tombe derrière en simultané. Donc bon, écoute, ça arrive, mais je pense qu'ils ont malgré tout bien lancé leur année. Dernier cas évoqué, Michael Johnson contre Alexander Hernandez, histoire de Paris. Le combat a été annulé, ça s'est fait vraiment à quelques heures de l'événement, et du coup ça fait partie de la globalité de la conférence de presse de Dana White où là cette fois-ci il a affronté le cas, il a dit il y a eu un mini soupçon de Paris truqué ou alors voilà, des soupçons sur les sites de Paris, du coup on a annulé le combat aussitôt, il n'y a pas eu de question, au moins il l'a dit, il a été transparent Dana. Ah ouais c'est clair, c'est donc pour retour au cas d'Ulgarian et je vous renvoie à l'épisode que Charles et moi avions fait, on avait été très complet sur tout ce qui s'était passé sur un cas de Paris truqué qui était consécutif notamment à une blessure, c'est ce qu'on appelle
être insider, d'avoir l'information qu'un gars est blessé, donc tu vas parier sur sa défaite parce que tu sais qu'il est blessé. Là, c'était la même chose pour un des deux combattants, on ne sait pas lequel. Et les paris ont commencé à bouger, les sites de paris américains ont commencé à dire sur ce combat-là en particulier, bon, il y a des trucs bizarres, donc on va être vigilant. Et Dana, en conférence de presse, il a dit qu'il a été informé, il a littéralement dit « I'm not doing this shit again ». Donc tu comprends que le gars, il a été traumatisé par le combat d'avant, là, vu le FBI et tout ce qui s'était passé, donc cette fois-ci, il a dit « je prends aucun risque, j'enlève le combat ». Ouais, tant mieux, ça laisse au moins des traces et ça permet de faire des choses positives derrière quand il y a des soupçons. Allez, Baba, on va sur le combat principal d'abord avec ce Justin Gaethje contre Paddy Pimblett, ceinture intérimaire des moins de 70 kilos en ligne entre le 4e de la catégorie et le 5e de la catégorie. Beaucoup d'anticipation par rapport à ce fight en disant que ces deux combattants n'avaient peut-être pas mérité leur place, que d'autres fighters comme Arman Tsarukyan auraient dû être dans cette cage à la place de ces deux fighters. Toujours est-il que finalement c'était Pimblett et Gaethje qui étaient là. Ouais. Ils ont livré une vraie guerre. Quand tu ressors, déjà, première impression de ce combat, est-ce que tu dis tiens, c'est le combat que je m'attendais à voir? Est-ce que tu t'attendais à ça ou à autre chose? Non, je m'attendais pas à ce combat-là. En toute franchise, non. Est-ce que je m'attends à ce que Justin Gaethje fasse quelque chose de similaire? Il y a toujours une très grande chance qu'il le fasse. On avait évoqué, toi et moi, en preview, qu'il avait un petit peu changé de style, mais que c'était quand même son tempérament. Justin Gaethje, il est qui il est. Il était venu avec l'idée de le mettre KO, et dès les premières secondes, tu comprends que c'est vraiment ce qu'il veut faire. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que Paddy Pimblett fasse ce combat-là, qui réponde sur l'agressivité. Oui, bien sûr, parce que je pense aussi que c'est un combattant qui est comme ça, qui avance, qui est agressif, qui n'aime pas trop reculer. Mais j'aurais pensé quand même qu'il essaye un petit peu plus de changer de niveau, de trouver des moyens d'amener le combat au sol, même si c'est pas un gros lutteur, il y a d'autres moyens de le faire, et surtout de faire parler son grappling, surtout au moment où il était en difficulté. Sauf qu'il y a eu un refus catégorique, t'as l'impression qu'il voulait que prouver un point et rester debout et échanger, quoi. Ouais, il a voulu échanger, c'est peut-être ça qui a causé sa perte du coup, avec un Justin Gaethje qui lui a été à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre de sa part. En tout cas, pour faire le côté un petit peu chronologique, déjà moi j'ai été quand même vraiment choqué, dans le bon sens du terme, par l'entrée de Paddy Pimblett, parce que l'ambiance était folle. T'es aux États-Unis, c'est un Anglais. En fait, c'est ce qui a été dit beaucoup dans cette Fight Week et dans la préparation de ce combat, mais ça y est, Paddy Pimblett, ça a complètement dépassé les frontières de son pays, de l'Europe, ça a dépassé aussi les frontières du sport. Il y a un côté Conor McGregor, on est obligé de faire cette comparaison parce qu'ils sont assez rares, les étrangers, qui ont pu avoir autant d'ambiance sur une entrée à l'UFC. On sait qu'aux États-Unis notamment, les entrées, c'est très calme, c'est pas l'UFC Paris. C'est aseptisé. C'est aseptisé. Et là, il y avait une vraie ambiance. Non, mais la dernière fois que tu as vu un truc comme ça à l'UFC, c'est probablement Conor contre Chad Mendes ou un truc comme ça. Quoi, en fait, même les big stars des Makhachev, l'ambiance, elle n'est pas comme ça, parce que c'est pas ce qui provoque autour d'eux. Non, mais là, il y a des perruques, ça crie, ça chante. Il y a du karaoké, donc tu peux suivre l'entrée avec les paroles, tu peux chanter. C'est une méga star. Enfin, je pas peur. Il faut dire les termes. C'est vraiment une star de l'UFC, c'est une star de l'organisation et c'est une star du MMA. Et en plus, il avait payé, je crois, pour 300 personnes de sa poche. 150 $000, je crois, de sa poche. Donc voilà, il a fait le boulot et il avait mis toutes les chances de son côté. Donc l'UFC joue aussi ce jeu-là en se disant c'est bon, Gaethje, Pimblett, on a compris que c'était une star, on va l'accompagner dans ce domaine-là parce que ça va nous profiter à nous aussi. Une fois que le combat commence, du coup, comme tu le dis, Gaethje il met la pression dès le début. Toi, tu t'es dit ça y est, il va tout faire en mode Gaethje tête brûlée, il va tout faire pour le terminer au premier round et il devrait y arriver, et c'est ce qui se passe à peu près à mi-premier round, je crois à peu près 2 minutes. Ça y est, il y a le premier knockdown. Et là, on se dit, il commence son ground and pound, il va pouvoir le faire. Sauf que c'est peut-être à ce moment-là que Gaethje, justement, ce côté tête brûlée, l'a un peu quitté sur certains aspects. C'est qu'à un moment, il s'est dit, je vais pouvoir essayer de faire du ground and pound, mais par contre, je vais pas me jeter au sol parce que là, je pourrais être en danger. Parce que c'est dangereux. Il a reconnu le danger. C'est son coach aussi. Il y avait Trevor Whitman qui était là et qui lui criait de faire attention et de pas trop s'éterniser parce que sinon, il peut se faire soumettre. Mais c'est vrai que quand il met la pression comme ça et qu'il touche directement Paddy Pimblett, parce que Paddy aussi, il fait un bon début de combat, il est plutôt intéressant dans ce qu'il envoie, mais Justin, il arrive à toucher tout de suite. Et tu te dis que ça va être trop compliqué comme rythme pour Pimblett à tenir. Parce que Gaethje, lui, il est capable de le faire. On sait qu'il est toujours bien préparé et qu'il peut envoyer pendant longtemps, en fait. Pimblett, il y a toujours des interrogations sur son cardio. Et là, on te fait partir, mais à froid, en fait. Tu démarres la voiture à froid et tu pars tout de suite de 0 à 100. Et quand tu n'as pas un bon cardio, tu détestes ça. Tu peux pas faire ça. Parce que même, ça va rentrer dans ta tête en te demandant, mais je vais pas tenir, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il se fait toucher. Je suis même surpris que Gaethje n'ait pas réussi à le terminer pour le coup. Vu comment il le touche durement.
Pour moi, à ce moment-là, c'est je me dis, terminé. c'est fini, tu vois. Donc au final, il le termine pas parce que, comme tu l'as dit, t'as l'impression qu'il veut pas trop non plus faire. Il veut pas faire les erreurs. À la fois, il a retrouvé cette folie dans l'agressivité qu'il met, donc il s'en fout complètement de prendre des coups et il en prend plein en plus. Mais en même temps, il reste quand même suffisamment lucide pour dire si je reste trop longtemps au sol avec ce mec-là, il va me soumettre. Donc je m'en vais, je recommence, quoi. Et puis sur cette phase-là, moi justement, alors on voit Guedji qui temporise un petit peu plus et qui permet donc à Pimblet, mais quand même le menton de Pimblet déjà à ce moment-là. Ouais. En fait, franchement, quand je vois ça, je me dis pas il va tenir 5 rounds parce que je sais qu'il va continuer à prendre des coups par Guedji. Ouais. Peut-être que sur un contre, il va pouvoir faire quelque chose parce qu'il a décidé de jouer le jeu du striking. Mais je me dis justement, au contraire, j'analyse de l'autre côté. Je me dis, s'il commence à se faire abîmer de cette manière-là, après 1 minute 30 de combat, il va pas tenir jusqu'au bout. Ouais. Et c'est là où il a été surprenant. Et son menton, il a été d'une férocité incroyable. Exactement. C'est une donnée que j'avais pas, mais automatiquement, instantanément, on découvre qu'il a un des meilleurs mentons de l'organisation complète, toutes catégories confondues, parce que ce qu'il prend dans la tête, faut bien comprendre que c'est Guedji en face. Quelqu'un de normal, il tombe. Quelqu'un de normal, il peut pas résister à autant de frappes puissantes. Plein pot, plein visage, corps. Mais au-delà de quelqu'un normal, même un combattant normal. Tu prends pas. Il y a très peu de combattants aujourd'hui qui ont cette capacité à encaisser les coups. Et moi, je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après ce combat pour Paddy Pimblett. Parce que on peut célébrer le fait d'avoir un bon menton, mais c'est pas une bonne chose. Parce que tu vas encaisser, tu vas finir par tomber. Ou sur un 3 rounds, le temps il est un peu plus limité. Il a pris des coups constamment pendant 25 minutes. Constamment. Tu crois qu'il y aura un impact de ce combat, c'est-à-dire mental, en se disant là, si j'ai une barre d'énergie qui est à 100, là j'en ai peut-être perdu 30, faut que je la garde et que j'essaye de rester à peu près à ce curseur-là pour ne pas prendre trop de risques pour mon après-carrière aussi. Je crois que même c'est rentré dans sa tête, ça. J'ai pas l'impression parce qu'il n'est pas construit comme ça, je crois pas. Mais en tout cas, même au niveau physique, hein, même son menton, déjà, il encaissera moins bien les prochaines fois. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est comme ça. Ça finit toujours par rompre le menton, ça finit par lâcher. Et en plus, c'est du petit à petit. Et là, on a vu plein de combattants dans l'histoire prendre des corrections comme ça et revenir et ne plus jamais être les mêmes. Ferguson, il a pris une correction comme ça contre Guedji, il a perdu les 8 derrière. Les 8. Je dis pas qu'il va perdre les 8 derrière, Pimblett. Je dis simplement qu'il y aura des conséquences. D'autant que Pimblett, on a peut-être cette impression qu'il est assez jeune parce qu'il paraît comme étant jeune, un peu foufou, mais il a 31 ans et il a déjà beaucoup de combats. Il en avait 3, et je crois qu'il en a 3 de moins que Justin Gaethje, alors que finalement, on a l'impression que le mec est arrivé beaucoup plus récemment, mais il a tout son passif, notamment au Cage Warriors, qui fait que son corps a déjà subi beaucoup de chocs et il y a un gros passif déjà pour le... Et les frappes, non seulement il a subi beaucoup de chocs sur les frappes, parce que Cage Warriors, on sait, hein, comment c'est là-bas, c'est des guerres, il n'y a pas beaucoup de combats faciles là-bas. Et puis surtout, avec lui, ce qu'il s'est infligé lui-même avec ses cuttings extrêmes, qui de toute façon t'affaiblissent progressivement, surtout quand tu rentres dans la trentaine. Donc là, moi je me dis que il a gagné beaucoup de respect des fans, beaucoup de respect des observateurs. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui. De toute façon, je respecte les combattants. Mais je m'étais pas caché, non seulement dans le film RMC Sport, mais aussi en preview, que pour moi, il devait montrer qu'il avait ce niveau-là. Et que je croyais pas que c'était un combattant qui était du calibre champion, tu vois. Donc en tout cas, il a gagné beaucoup de respect, ça c'est clair. Parce qu'il est capable de tenir 25 minutes avec... un tueur. Avec un tueur. Justement, ce tueur, Justin Gaethje, au commentaire avec Antoine, vous dites dès le début, ça y est, on a le Gaethje à l'ancienne. Donc en fait, c'était du gagnant-gagnant pour lui, parce que si on avait le Gaethje à l'ancienne, ça veut dire que ça implique beaucoup de points positifs, et en même temps, au moment de se jeter au sol, il y va pas, il réfléchit un petit peu plus. Est-ce qu'on est plutôt sur un Gaethje à l'ancienne ou sur un nouveau Gaethje? Alors là, on est sur quel prototype de Gaethje sur cette soirée de samedi soir? C'est là où c'est intéressant par rapport à ce que nous on voit et ce qu'il explique derrière en conférence de presse, où il dit qu'il s'est pris la tête avec son coach, hein, parce qu'il n'était pas content du tout, son coach, après le premier. Et je suis d'accord avec lui. Si tu te mets de la peau dans la peau de l'entraîneur, le combat ne sort pas du premier round normalement. Si tu combats un peu plus intelligemment, tu vois. Normalement, tu sors pas. Parce qu'il fait toutes les bonnes choses pour casser la distance, pour forcer Pimblett à être vite dos contre la cage, trouver ses frappes. Il touche au corps, Gaethje, mais il le sait pas. Il le sait pas parce que il devient un peu fou en fait. Et il confirme après Pimblett. Hein. En fait, il confirme qu'il l'a séché au corps et qu'il pouvait plus revenir correctement derrière, tu vois. Donc je comprends qu'il ait dit ça. Donc non, je pense qu'on avait le Gaethje à l'ancienne. Et c'est à la fois cool pour le spectacle qu'on a eu, et il a gagné, donc tant mieux pour lui. Mais le Gaethje qui a combattu Fiziev, le Gaethje qui a combattu Poirier notamment, je pense qu'il termine Pimblett celui-là.
malgré le bon Ouais. menton, ce que tu veux. Mais Une fois que ça arrive au sol, le ground and pound donc efficace, ouais. et donc tu préfères quel Geji alors? Moi, je préfère le plus mesuré. Celui-là, celui qu'on a vu samedi soir. Encore plus que ça. Celui contre Fiziev, celui contre Poirier numéro 2, Ouais. je trouve qu'il est plus fort. Je trouve qu'il est Ok. plus fort. Il choisit. Parce que par exemple, la 3e reprise, celle que Pimblet remporte, je crois que c'est la 3e, je sais plus. Ouais, oui, La deuxième, c'est la troisième. c'est 3, je crois. C'est le 3 hein, Ouais. où il le garde à distance, il envoie beaucoup de directs, jab, Ouais, bras oui, c'est arrière. 3, ouais. Bah là, tu vois, Geji, là, tu comprends pas pourquoi tu t'adaptes pas, pourquoi tu réajustes pas. Et d'ailleurs, c'est là où Whitman dit aussi à Geji, je crois que Ouais. c'est à l'issue du 3, soit t'es feignant, qu'est-ce que tu fais? ouais, voilà. Arrête d'être feignant, etc. Donc il s'en est pris plein la gueule pendant Ouais. tout le Bah combat, oui, en fait, bah c'est- Geji. Bah, complètement, parce que quand tu vois que tu domines ton adversaire pendant 2 reprises et que t'es pas loin de le terminer, que t'as la main sur le combat, que tu fais un 3e où tu te fais complètement dominer par pas par de la magie noire, hein, par un jab et un cross, c'est tout en fait. Jab, cross, tout simplement en fait, tout est passé. Donc oui, là t'as de quoi être en colère si t'es son coach. Ouais. Pourquoi tu bouges pas la tête? Pourquoi enfin, on a travaillé tout ça, tu sais faire contre-attaque, etc. Tourner, donc c'est particulier Geji, mais en même temps il a 37 ans, il a une longue carrière derrière lui. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vois ce que je veux Non, dire, Charles on peut que constater, on peut pas vraiment lui faire de leçon de morale Mais par est-ce rapport à que ce qu'il donne. toi, t'as l'impression qu'il était hors de danger tout le combat? Non. Ouais, tu vois. Ah bah non. Ah non, mais ça, non, le moi problème. je les sens. Enfin, il y a des moments où, comme on le dit, au 3e round notamment, mais quand même. Voilà, parce qu'il a eu des petites baisses aussi de rythme qui sont normales quand tu fais 25 minutes à cette intensité-là, mais du coup, c'était des petites baisses, et c'est là où Pimblet, il m'a impressionné aussi, c'est quand même quand il y avait les petites baisses, bah, il arrivait à saisir ces petites opportunités pour se dire, tiens, j'ai peut-être quelque chose à faire là. Ouais. Et quand même, parce que c'est sur les enchaînements qu'il a été le plus dangereux, quand il arrivait à enchaîner, à faire plusieurs coups d'affilée, Pimblet, bah, Geji, il n'était pas forcément safe. Hein. Non. Moi, il y a eu des moments où j'ai eu peur pour lui. On l'avait dit ici, notre pronostic, c'était plutôt Justin Geji. Bon, évidemment, si j'avais dû pareil, j'aurais dit avant la limite. J'avais même dit dans la carte, j'avais dit pour moi, j'avais proposé de jouer sur un Geji qui gagne sous les 2 minutes 30. Ouais. Ce qui était quasiment fait. Ouais. Donc Ouais, voilà, on était pas loin, c'était finalement, on n'en était pas loin. Et il a tenu jusqu'au bout. Mais voilà, Pimblet, il faut aussi saluer ça. C'est que pour moi, il a mis en danger Justin Geji. Alors, Geji, il y a quand même plusieurs rounds où il aurait pu terminer, parce que finalement, on parlait du premier, mais il y a le R1, R2, je crois que le R4 aussi. Le round 4, je sais pas comment Pimblet il en sort. Comment il en sort. Donc, peut-être que Whitman, à la fin, il a dû encore plus lui dire mais comment tu l'as pas terminé? Pourquoi je t'ai pas retrouvé, Justin? On est beaucoup à se poser la question. Et ça paraît dur là, de dire ça, parce qu'il remporte son combat et qu'il domine. Mais pour moi, tu dois le finir. Au 4e round, il peut le finir. Il y a plusieurs knockdowns. Et au sol, même si évidemment qu'il faut faire attention en suivant Pimblet au sol, parce que c'est un mec qui peut attraper un bras, il peut attraper un coup, il peut faire quelque chose. Mais l'état dans lequel il est Pimblet à ce moment-là, quasiment chaque frappe que Geji envoie dans la 4e, ça envoie Pimblet au tapis. Là, tu dois finir. Là, normalement, tu dois te concentrer, tu dois prendre patiemment, choisir tes coups et tu dois finir ce combat-là. Il ne doit pas en sortir parce que ça doit magnifier ta performance quelque part. Tu vois. C'est pas dommage parce qu'il a gagné. Tant mieux pour lui, le gagnant il a toujours raison. Mais oui, si tu analyses, et nous on est là pour ça, bah, tu te dis que c'est assez incroyable que ce combat ait été au bout. Ouais, c'est fou qu'il soit allé au bout. Ce combat, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce qu'il y a justement des choses que tu peux, entre guillemets, reprocher à Justin Geji de ne pas avoir fait? Par exemple, en avant-fight, on avait fait des palettes sur les low kicks de l'un et de l'autre, qui pouvaient être des armes pour essayer de faire mal en face. Il y en a eu très peu. Est-ce qu'il aurait dû en utiliser plus? Pour moi, oui. Surtout qu'il a vite mis Paddy Pimblet sur le reculoir. C'est plus difficile si c'est un adversaire qui t'avance dessus d'utiliser les low kicks. C'est un peu plus difficile, ou en tout cas c'est faisable, mais il faut vraiment être un striker d'élite, entre guillemets, tu vois, un kickboxer ou un Nakmoé d'élite. Là, en l'occurrence, il arrive à mettre Paddy rapidement sur le reculoir, même contre la cage. Donc là, pour moi, ça doit être automatique. Il y avait la place pour les mettre, ça aurait ouvert encore plus de chemin pour le finish, tu vois. Donc évidemment que moi, je les attendais et je dis bon, c'est un peu bizarre. Il en a parlé lui aussi, hein, c'est son coach qui lui a dit dès l'instant où tu le fais reculer, il dit la même chose que moi en plus, dès l'instant où tu fais le reculer, tu peux envoyer tes low kicks. Donc il a commencé à le faire à partir de la 4e. Parce que je crois que je le dis même dans le commentaire, enfin un low kick. Et, mais du coup c'est très tardif. Ouais, c'est hyper très tardif. Après, encore une fois, il a gagné, donc là on est en train de. Je pinaille un petit peu. Mais ce reproche peut aussi s'appliquer à Paddy Pimblet, du coup, parce que lui aussi est capable. Qu'il sache faire, je sais pas, tu vois. Lui c'est différent. Lui, son striking à Pimblet, et je le dis pendant le live, la reprise qu'il remporte, il l'a fait en simplifiant totalement les choses. En fait, il arrête de prendre pour ce qu'il n'est pas. Un Golden Gloves en boxe qui reste à l'intérieur, il reste à sa distance, il envoie des directs.
dans le bon timing, ça fonctionne pour n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui peut combattre de façon simple et efficace. Mais c'est pas son game. Faut qu'il arrête de croire que c'est son game. Parce que t'as allumé Michael Chandler, parce que t'as allumé un petit peu Tony Ferguson, c'était des mecs qui étaient cramés. Je le redis encore. C'est la raison pour laquelle je ne croyais pas que Pimblett était du niveau champion tu vois. Pas du calibre d'un mec top 5 solide. Tu vois ce que je veux dire? Son classement ne voulait pas dire qu'il l'était réellement. C'était mon point. Ouais. Je te dis pas qu'il peut pas le devenir, mais je pense qu'il doit pas oublier qui il est. Et en fait, il oublie qui il est là. Pour plaire aux fans peut-être, pour plaire à l'organisation, ça fonctionne. Ça fonctionnera aussi pour son portefeuille, c'est sûr. Mais s'il veut devenir champion, faut qu'il redevienne qui il est. Justement, en parlant de redevenir qui il est, finalement, en continuant à penser à la stratégie et à la performance de Gaethje, même quand ils étaient dans la boîte et que c'est Pimblett qui couvrait les débats, mais Gaethje il bougeait pas, il restait là. Là, on trouvait le Gaethje prime, old school, ce qu'on veut, mais il restait dans la boîte, il disait c'est toi ou moi, c'est en mode BMF 10 dernières secondes. Là, c'était Gaethje de Michael Johnson, de son premier combat à l'UFC. Ouais. Je suis OK pour encaisser des coups, c'est pas grave. Mais moi, je vais te toucher plus et je te ferai plus mal de toute façon. Et puis Gaethje, même s'il est un peu fou, même s'il fait des choses assez particulières, Gaethje, il faut qu'il se dise que en fin de compte, quand il encaisse des frappes, il est capable aussi d'évaluer si le mec lui fait vraiment mal ou pas. Et je pense qu'il a pris la décision que Pimblett lui faisait pas assez mal. Ouais. C'est pour ça qu'il est resté là en fait. Ouais. Ils sont foutés de prendre il coups, avait pas peur de prendre un gros coup parce qu'il disait je resterai debout. Alors qu'il a un petit peu vacillé dans la troisième, tu vois, mais ça ne suffisait pas pour le rendre honnête défensivement en fin de compte. Ouais, il y a aussi, tu as trouvé que c'était un combat propre parce qu'il y a eu des coups au parti, il y a eu du high poke aussi. À un moment, tu le qualifierais comme brouillon ce combat? Ah, c'était un brouillon, mais c'était une guerre. Là, c'était un combat. Enfin, c'était une bagarre, quoi. C'est une bagarre. Il n'y avait pas de tactique qui était impliquée là-dedans. Comme on simplifie souvent, bagarre de rue, bagarre de bar, c'est un peu le truc en simplifiant et bien sûr en grossissant le trait, mais c'est comme ça, c'est l'impression globale du fight que tu as. Exactement, il y avait le Ring Magazine de l'époque qui, pour expliquer ce genre de combat, il te disait c'est un mano à mano, c'était ça. Ouais. Là, c'est mano à mano, c'est le machismo à l'état pur. En fait, c'est qui le bonhomme là? C'est tout ce qu'il voulait faire, tu vois. Le reste, c'était pas important. Paddy Pimblett, du coup... Faut parler de son game plan. Il a été critiqué, y compris par Dana White en conférence de presse. Ouais. Encore un petit élément de la conférence de Dana qui est plutôt intéressant de ressortir parce qu'au moins il y va. Ouais. Le game plan de Pimblett, est-ce que tu crois que s'il devait refaire le même combat demain, il partirait sur la même stratégie? J'espère pour lui, si c'est encore un combat, c'est que en étant un combattant d'élite, tu peux pas dire que c'était la bonne stratégie. Tu peux pas sortir de là en te disant. Tu peux être satisfait de plein d'autres choses. Encore une fois. Hein, parce qu'il a gagné des fans, ça c'est sûr et certain. Il a encore plus monté son aura, entre guillemets, ce que tu veux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, si tu es un championship fighter et que le but de ta vie c'est d'être champion, bah, tu sais que non. Si on te redonne l'opportunité, tu ne refais pas un combat comme ça. Il y avait des opportunités d'amener le combat au sol. C'est un combattant, certes, c'est pas un lutteur, c'est pas un combattant qui va venir shooter un double leg au milieu de la cage. Par contre, quand il est dos contre la cage, quand il y a des phases de clinch, il est capable de balayer, il est capable de crocheter, il est capable de tirer la garde. C'est un mec qui est capable de placer des triangles ou des clés de bras à la volée, tu vois. Donc, qu'il n'ait même pas essayé, si tu es son coach, tu peux pas dire que c'est satisfaisant. C'est une faute professionnelle de ne pas avoir réadapté le game plan quand tu es à la fin du troisième round, par exemple. Le troisième round, tu le gagnes, c'est là où tu es le meilleur. Tu dis ok, j'ai trouvé quelque chose. Alors est-ce que c'est pas ça qui justement va l'empêcher de réadapter son game plan, de se dire ça y est, là j'ai été bon en allant sur son terrain, peut-être que je peux continuer comme ça. Même le troisième, parce que même le troisième, c'est pas bon, Charles. C'est ça le problème, tu vois. Parce que je lui donne du crédit sur le fait qu'il ait touché régulièrement Gaethje dans ce round-là en simplifiant son game, mais ça doit servir ce que tu veux faire réellement. Si tu arrives à déstabiliser Justin dans cette troisième avec tes frappes, plonge dans les jambes. T'es pas un lutteur, mais c'est un combattant de MMA. Expérimenté, t'es capable d'envoyer un takedown sur un adversaire comme ça. Est-ce qu'au final, il n'avait pas un peu peur de la lutte de Gaethje? Parce que c'est le gros point d'interrogation de Gaethje, lutteur universitaire, et pourtant on ne connaît pas sa lutte. C'est pour ça, moi j'ai toujours dit. Est-ce qu'il en avait peur? Peut-être, ouais, je sais pas, Charles. Je sais pas, c'est bizarre parce que moi je me pose des questions, je comprends pas. Parce que, en fait, ta question elle est pertinente. Oui, pour moi, c'est une faute de ne pas avoir changé de tactique dans le quatrième, parce que qu'est-ce qui se passe dans le début de la quatrième reprise? Tu te rends compte qu'il est cramé, Pimblett. La domination qu'il a exercée dans la troisième, ça lui a vidé son réservoir. Ouais. Il a envoyé tellement de coups qu'il n'avait plus rien dans la chaussette. Ouais. Donc, c'est cool, tu as fait une belle troisième reprise. Pour quel résultat? Ouais, en gros, sur les deux derniers, il a plus prouvé qu'il était capable d'encaisser plutôt que de prouver qu'il était capable d'encore donner énormément alors qu'il avait déjà lâché beaucoup. Et ce que je dis, et je ne cesserai jamais de le dire, si tu analyses le quatrième et le cinquième et que
ce que tu as à dire de Pimblet en termes de positif, c'est des qualités mentales, c'est-à-dire que sa capacité à encaisser, sa résilience, etc. C'est pas une bonne chose, parce que tu analyses un combattant là. Donc ce que tu dois dire, c'est ce qu'il a pu produire. Et là, on parle de capacité héroïque, c'est pas bon en fait. C'est que J'ai pas envie d'être pisse-froid, j'ai pas envie qu'on Bien croie sûr, que tu vois ce que je veux dire, mais c'est la vérité. C'est quand même un combat où les deux, et c'est surprenant surtout du côté de Gaethje parce qu'il a déjà fait des combats en synchrone, les deux ont battu leur record de coups significatifs Ça sur m'a un surpris fight. pour Gaethje, je veux pas te mentir. Bah c'est c'est ça, moi aussi. Ouais. Parce que ça veut aussi quand même dire quelque chose du combat. Ouais. Les stats ne sont pas une photographie exacte, faut les mettre dans un relief et dans un contexte, mais là quand même ça veut dire quelque chose. Ouais, mais franchement, ça m'a surpris. C'est fou. Hein. Je pensais que Gaethje avait déjà fait plus que ça. Bah ouais, moi aussi. Bah attention, les chiffres sont exceptionnels, tu vois, mais qui battent son record dans ce combat-là, encore une fois, ça prouve aussi le nombre de frappes insensées que Pimblet a encaissé. Et Gaethje, il a accepté d'en encaisser plein, et à son âge, c'est pas une bonne chose non plus, on va pas se mentir. Non, 37 ans, avec tout ce qu'il a déjà pris dans sa carrière, c'est pas une bonne chose Surtout du tout. Surtout si tu veux reprendre Holloway, c'est pas une bonne chose, quoi. Ouais. En tout cas, Pimblet était vraiment marqué à la fin du combat. Ouais. On voyait son visage, il y a eu des photos aussi qui ont circulé sur encore quelques heures après, mais c'est vrai qu'il était bien tuméfié. Gaethje, il a quand même dit quel gangster ce mec. Ouais. C'est vrai que tu vois toute cette attitude, en fait, moi je me suis dit un truc, c'est que finalement il avait bien le style de combat sur ce combat-là, Pimblet, du personnage qu'il essaye de se donner. Et en fait, justement, je me suis dit, en fait, son personnage n'est pas un personnage. Il est réellement comme ça. Je sais pas moi, je sais pas. Moi, justement, pour moi, il s'est révélé comme étant un peu plus authentique que ce que je pensais. Okay. Ouais, tu vois, sur cette soirée-là. Ouais, non, c'est une lecture de la situation. C'est peut-être, t'as peut-être raison. Hein, c'est peut-être qu'en vrai, c'est son tempérament. C'est un espèce de Gaethje de Liverpool. Ouais, et puis c'est tout, quoi. Mais sur ce qu'on voit de lui, sur même son discours de la fin, où quand même il fait des messages pour les gens proches de lui qui sont à Liverpool, des personnes décédées, qui ont connu des épreuves récemment, plutôt que de ramener le truc à lui. Tu vois, il y a une sorte de folie, mais qui est une sorte de folie collective où il veut faire kiffer les gens, il veut profiter avec ses proches. Tu vois, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il a révélé une sorte d'authenticité pour moi sur cette soirée-là. Tu vois, non, je comprends, t'as sûrement raison. Et là où certains, tu vois, même dans son trash talk, il va pas trop loin. Il reste un peu trash talk, Shariat sympa, mais il va pas trop loin. Il se charrie lui-même en disant ouais, j'avais les épaules un peu trop voûtées, mais donc j'ai changé ma posture. Bah, tu sentais qu'il appréciait Gaethje aussi. Tu vois, c'était un peu différent pour le coup parce que mais justement, autre chose. il fait pas du Connor en mode quoi qu'il arrive, même si j'aime bien le mec, je vais aller le défoncer en trash talk. Non, ça c'est vrai. Et c'est vrai que les comparaisons, il faut que ça s'arrête là pour le coup. En termes de star power, c'est bien, mais pour le reste, il a vraiment rien à voir avec Connor, ça c'est clair et net. À part quelques tweets malheureux, on va dire, mais sinon, mais non, ce que tu dis en fin de compte, ça fait sens. Hein. Il a montré dans la cage qu'il était, en tout cas, qu'il était prêt à faire ça. Il y a des mecs qui parlent et qui le font pas. Il était prêt à faire ça. Maintenant, voilà, il faudra voir dans sa prochaine performance parce que ce que j'ai dit dans le film RMC Sport reste vrai. Maintenant, il faut regarder derrière. Et derrière, c'est comme la horde sauvage, ce qui arrive, en fin de compte. Ouais. Là, c'est chaud. C'est très très chaud ce qu'il y a. Et je pense que ça a commencé la semaine prochaine. Je pense que tout le monde le veut, ce mec, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu bats Paddy Pimblett, tu récupères beaucoup de choses en termes de fans, en termes de star power, etc. Ça va être le big ticket de la catégorie. Et en plus de ça, il est large top 5 et finalement, il est atteignable pour un top 5. Et c'est là où on s'en est rendu compte. Et c'est là où derrière, il y a beaucoup de mecs avec les dents longues qui se disent tiens, le Pimblett, c'est vraiment un marchepied qui est exceptionnel pour arriver à quelque chose de plus gros. Viens, on joue aux mecs qui sont chauvins sans être chauvins. Tu penses que Farziam, il battait pas les deux mecs là dans la cage ? Bah. Ouais, mais si. Et puis. Même catégorie, puisqu'on parle des Français, Saladin Parnasse, Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que ça donne face aux deux là ? Moi, je pense que ça va quoi. Moi, je pense que ça va. Je pense aussi, c'est mon avis. Ziam qui est top 15, qui est 15e, qui était aussi dans le vestiaire avec Justin Gaethje. Donc ça aussi, même pour son expérience à lui, d'être dans ces contextes-là, je pense que c'est bien d'emmagasiner un petit peu des fight week, même si c'est pas lui qui est au cœur du truc, justement, t'enlèves la pression, en même temps tu vois ce qui se passe, tu vois comment ça se passe. C'est l'expérience idéale pour lui parce qu'il a vécu le camp de Justin Gaethje, donc il a vécu un camp de très très haut niveau, il a été sparring principal. C'était lui qui avait échauffé Justin Gaethje juste avant le combat, donc tu sens qu'il y a une vraie pression. D'ailleurs, ça faisait plaisir parce que Justin Gaethje lui a rendu hommage en conférence de presse en disant parce qu'on lui a posé la question sur BSD, c'est Pierre Denocens qui pose la question en disant qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton pronostic pour la semaine prochaine. Justin répond simplement écoute, moi j'avais un autre Français, Farziam, qui était avec moi, il est super fort. Lui dit il aura ces deux-là et il les battra. Et puis surtout il dit il a même pas voulu que je le paye.
Donc tu vois, Fares, Ah il ouais. a une mentalité, Ça il est m'étonne pas. venu chercher quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est pas étonnant du tout. Hein. C'est un ovni, Fares. Ouais, c'est un ovni dans ce game-là. Moi, je suis plus que fan de ce mec. Je te le dis en toute franchise. Ah, mais il est exceptionnel. C'est un gars, et même vraiment, son parcours. il ira loin. Et puis, il est à l'UFC depuis quasiment. Je sais plus combien, de 2019 ou il arrive en même temps que Cyril Gann. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc bon, encore respect à son parcours et surtout à ce à quoi il a accédé, ce à quoi il a accédé aujourd'hui, en attente de l'annonce de son prochain combat qui n'a pas été faite encore, mais c'est les bonnes choses. C'est le fait qu'il soit visible dans cette fight week. Il y avait les matchs, mais c'est une très bonne chose pour lui. Ouais, et d'autant qu'il a dit il a dit à Hugo Pérez qu'il était prêt s'il y avait un short notice à faire, etc. Là, il aurait peut-être pas pu le faire en moins de 70, mais s'il y avait eu un short notice, un catchweight ou un moins de 70, il aurait été capable de prendre un short notice parce qu'il était prêt. Et donc ça montre bien son envie. Dana White l'a aussi dit. On va laisser passer 324, 325 et on fera des annonces notamment pour la Maison Blanche et pour la suite de l'année assez rapidement. Donc on espère que Fares Ziam sera impliqué dans les prochaines annonces de Dana White. Techniquement, tu voulais encore souligner quelque chose sur ce qu'on a vu sur ces 5 rounds où on a fait le tour. On a fait le tour. On disait que à part James Vick qui avait affronté Justin Gaethje, finalement il avait affronté que des légendes. Ouais, c'est vrai. Est-ce que quand on regardera le palmarès de Justin Gaethje et qu'on verra Paddy Pimblett dans 4-5 ans, on se dira tiens, il fait partie de ces légendes Pimblett? Ah, il doit encore le montrer, Pimblett. Pour l'instant, il n'y est pas. Non. Ouais. Pour l'instant, il n'y est pas. Il fait un beau combat, mais pour l'instant, non. Et dans 4-5 ans, tu penses qu'il sera dedans ou pas? Moi, je pense que, encore une fois, si il revient sur ce qu'il sait faire de mieux, couplé au fait qu'on a pas mal d'informations maintenant sur le fait qu'il a une certaine durabilité, une certaine résilience mentale, qui frappe aussi. Ça peut devenir un combattant d'élite, oui, bien sûr. Mais c'est pas comme s'il avait 23 ans non plus. Ouais, 31 ans. Ça doit se voir dans son prochain combat. 31 ans. Justement, alors, prochain combat, Baba. Pour Justin Gaethje, il a la ceinture intérimaire, donc c'est Ilia Topuria qui lui est destiné. Normalement, ça ne pourrait être que ça. Ilia Topuria, lui, a déjà montré des signes, fait des messages disant que oui, il pourrait recombattre dans les mois qui viennent. Il revient bien là, sur la scène médiatique, là, ça laisse penser que oui, il va vraiment revenir au printemps. Ouais. Donc au printemps, c'est le Gaethje Topuria qu'on devrait avoir pour la ceinture de la catégorie des moins de 70 kilos. Pour Paddy Pimblett, du coup, est-ce que c'est les prochains combats qui vont avoir lieu dans cette catégorie des moins de 70 qui va déterminer son avenir? Est-ce que le vainqueur de Benoît Saint-Denis, qui est 8, contre Dan Hooker, qui est 6, ça pourrait avoir du sens face à un Paddy Pimblett qui, avant ce combat, était 5? Ça pourrait bien sûr avoir du sens. Ça dépend de ce que tu veux, entre guillemets, pour Benoît Saint-Denis. Moi, si Benoît Saint-Denis bat Dan Hooker, j'aimerais pour lui qu'il regarde encore plus haut que ça. Parce que tu bats Dan Hooker en Australie, BSD, on sent aujourd'hui qu'il est très apprécié des fans à l'international et de l'organisation. Tu peux peut-être même viser plus haut, tu vois, que Pimblett. Maintenant, comme je l'ai dit dans le live, tu me fais un BSD Pimblett, moi je suis super content. Parce que, le combat, il promet vraiment des étincelles et ça peut être très intéressant si tu es dans l'optique de BSD et de sa team de continuer à aller étape par étape. C'est-à-dire de ne pas sauter les marches 4 par 4. C'est un mec qui est devant toi. Et puis, encore une fois, en termes de star power et tout, ça représente un combat très intéressant pour tout le monde, Paddy Pimblett, y compris pour Benoît Saint-Denis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des Holloway et Charles Oliveira, du coup? Parce qu'on en parlait en preview, mais là, du coup, maintenant qu'on a un des éléments qui est réglé, c'est-à-dire que Pimblett a été battu par Gaethje, qu'est-ce qu'on fait d'un potentiel vainqueur ou perdant de ce combat-là? C'est ça, en fait. C'est pour ça que je parlais de ça dépend de ce que tu veux pour BSD. En fin de compte, si le vainqueur du combat entre Holloway et Oliveira, il se positionne pour être le prochain à combattre pour le titre. Donc il prendra le vainqueur entre Ilia et Justin Gaethje. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le perdant, ce serait très intéressant pour BSD, si jamais il bat Dan Hooker, tu vois. Ouais, le perdant. En réalité, c'est probablement Pimblett qui va hériter de ce combattant-là. En réalité. Ouais. Après, je suis en train de réfléchir en même temps, parce que du coup, si c'est le vainqueur qui repart avec donc la ceinture BMF et qui est destiné à aller prendre la ceinture des moins de 70 kilos, qu'est-ce qu'on fait de la BMF aussi? Est-ce qu'on la met de côté et qu'on la laisse un peu au congélo et si c'est Oliveira ou si c'est Holloway, du coup on lui ressort après son potentiel combat, s'il a perdu en disant t'es toujours champion BMF, on peut te la faire refaire. Enfin, du coup c'est aussi un peu compliqué de savoir ce qu'on va faire pour cette ceinture. Et encore une fois, ça veut dire que si on suit ta théorie, on élimine Tsarukyan de l'histoire et qu'il va pas aller prendre le vainqueur de Topuria contre Gaethje, quoi. Tsarukyan, pour l'instant, je le sors moi de l'histoire parce que il n'y a pas de volonté
de le faire revenir, de le faire prendre un combat il est vraiment puni. qu'il mérite depuis pas mal de temps. Ouais. Parce que, il n'y a aucun doute sur le fait que je pense qu'il aurait malaxé l'un ou l'autre assez facilement. Ouais. Et que voilà, en dehors de Topuria, il faudra me prouver qu'il y a un vrai challenge pour lui. Ouais. Donc, pour ce qui concerne la BMF, ma réponse immédiate, ce sera toujours la même. Cette ceinture ne m'intéresse pas spécialement, donc moi, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, Topuria, il a toujours dit qu'il la voulait aussi. Donc, dans le cas où Holloway, qui prendrait bien le vainqueur entre Holloway, dans le monde où il prend Gaethje et qu'il le bat, voilà, on est dans ce monde-là. Il voudra à tout prix la récupérer cette ceinture. Donc il va dire on fait une unification, je fais les deux, je mets les deux en jeu et puis tu vois ce que je veux dire. Dans le cas où on décide que la ceinture on la met de côté en attendant, BSD aussi il a dit qu'il la voulait cette ceinture là, tu vois, donc tu peux la faire disputer, il y a plein de choses à faire. Et puis après, sachant que Topuria il a déjà affronté les deux aussi. Il a déjà affronté Holloway, il a déjà affronté Oliveira, il a mis les deux KO. Peut-être que si les gars font pas la performance à laquelle on s'attend, est-ce que l'UFC va se dire c'est bon, il les a déjà, en plus les perfs qu'il a fait contre les deux, c'était un truc de fou. Est-ce qu'on les remet face à Topuria? Est-ce qu'on n'a pas autre chose c'est là pour le coup, il y a plein d'inconnus qui seront réglés assez rapidement, mais il y a plein d'inconnus. C'est ça qui rend la catégorie intéressante en ce moment. C'est une catégorie qui est en pleine évolution, qui doit subir, qui doit nous montrer plutôt un passage de témoin. Sauf que les papis font de la résistance. Ils le disent même tous, ils sont tous sortis du bois pour dire Poirier il a même dit qu'il sortirait de sa retraite pour faire une revanche contre Gaethje, tu vois, donc les mecs ils veulent pas lâcher le steak, et en fin de compte cette vieille garde arrive toujours à prendre le meilleur sur cette jeune garde pour le moment, c'est ce qui se passe. Donc tant que la jeune garde prendra pas le pouvoir, on verra ces gars-là continuer à s'affronter et avoir une chance. Ça veut dire que si Holloway bat Oliveira, il a toujours une chance de combattre pour le titre, même si il fait pas la performance que les gens attendent, tu vois. Et la jeune garde, elle est représentée dans cette catégorie par deux Français notamment, Fares Ziam 28 ans et Benoît Saint-Denis 30 ans, qui donc Benoît Saint-Denis et Fares Ziam sont plus jeunes que Paddy Pimblett par exemple, et qui auront donc et sont aussi pris moins de coups peut-être dans leur carrière parce qu'ils ont moins de combats et donc qui va peut-être leur permettre de pouvoir durer un petit peu plus. En tout cas, il y aura beaucoup de réponses à suivre dans les mois qui viennent pour cette catégorie des moins de 70 avec la victoire de Justin Gaethje contre Paddy Pimblett en main event de cette UFC 324. On va descendre un petit peu la carte, Baba. Maintenant qu'on a balayé le combat principal, comme d'habitude, on a déjà à plus de 40 minutes. Voilà, on se dit qu'on va faire un peu plus condensé, mais qu'on a tellement de trucs à dire que du coup, ça nous prend un peu plus de temps. On va aller d'abord sur le co-main event. Ça devait être Kyle Harrison qui devait défendre sa ceinture. Finalement, ça n'a pas été le cas contre Amanda Nunes. O'Malley contre Yadong, décevant. Pour moi, c'est le mot. En fait, O'Malley, tu as un statut. Juste, je trouve qu'il s'est calmé, O'Malley. Tu sais, même dans son aura, etc. Ça y est, c'est plus le même O'Malley qu'on a eu il y a quelques années. Et dans son combat, ça s'est aussi ressenti. Je pense qu'il exprime même en partie lui-même, il avait peur de perdre. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas gagné maintenant, parce qu'il restait sur 2 défaites contre Merab Dvalishvili, mais en termes de temps, ça faisait quasiment 2 ans en fin de compte. Et donc il a vraiment fait une performance pour s'assurer le gain du combat. Tu vois, il a vraiment tactiquement géré la chose, joué sur ses qualités. Il faisait attention à ce que Song Yadong pouvait faire. Donc il a été intraitable, j'ai envie de dire, O'Malley. Maintenant, c'est vrai que c'est le genre de performance qui va moins plaire au public. Mais moi, dans le même temps, ça me montre que c'est vraiment un combattant, quand il peut être focus, quand il peut vraiment combattre de façon intelligente, il est vraiment fort. C'est vrai qu'on a senti beaucoup de soulagement en fait. Ces 2 défaites, elles ont fait très très mal. Tu sens qu'elles ont fait mal. C'est-à-dire que je pense que lui-même, ça l'a obligé à se dire, ça y est, l'ancien O'Malley, ça y est, je suis plus si jeune. Je dois me professionnaliser peut-être encore un petit peu plus. Je dois montrer autre chose. Et donc oui, même si il y a de la déception, parce que moi, je voulais voir un autre O'Malley. C'est pour ça que je dis ça. J'avais quand même encore un peu une envie de voir le O'Malley un peu foufou, un peu fantasque, qu'on n'a pas vraiment vu là-dedans. Et comme tu l'as dit, il a été très sérieux parce qu'il avait besoin et envie de le gagner ce combat et qu'il était primordial. Dvalishvili, il a tué le O'Malley dont tu parles. C'est ça, il l'a emporté avec lui. Il y a plus O'Malley là, donc il l'a rendu honnête. Dvalishvili, il l'a rendu honnête, il l'a rendu humble, il l'a rendu travailleur, parce que c'est un combattant qui est très talentueux, O'Malley, et qui se reposait sur son talent. Et il l'a rendu professionnel en fait, Dvalishvili. C'est ce genre de double défaite qui te fait te remettre en question, parce que avant le combat là, il parlait de retraite, il disait que c'était sa dernière année. Tu vois. Maintenant, il en parle un peu moins, parce qu'il a gagné, donc il dit non, mais en fin de compte, je parlais trop vite. Mais c'est à quel point, en fait, il lui était rentré dans la tête, et ces défaites-là lui avaient fait mal. Est-ce qu'un O'Malley contre Merab 3e édition, ça pourrait voir le jour ?
C'est ce que... Je suis sûr qu'O'Malley le veut même pas celui-là. Tu sais que là, pendant que je t'écoutais, j'étais en train de me dire, comme Merab, il était en plus en bord de cage. Ouais. Je me suis dit, même pour un O'Malley qui a été tellement marqué, voir ce gars-là, Ah ouais. je pense que même ça devait le troubler un petit peu. Ah, c'est possible. Et je pense qu'il est tellement rentré dans sa tête que ça devait être dur pour lui. Moi, en toute franchise, je crois pas qu'O'Malley veuille un troisième combat contre Merab. Il y a des mecs que tu comprends que tu vas pas battre. Je pense qu'il a compris qu'il allait pas le battre. Il y a d'autres mecs qu'il peut battre et qui sont élites dans cette caté. N'oublions pas qu'il a une victoire sur Petr Yan, sur le champion. Ouais. Qui peut se re-regarder, mais voilà. C'est bon, très débattable. Il a y a cette pas victoire de souci là-dessus, mais en tout cas, la victoire elle est dans la poche, donc ça lui permet d'avoir un levier de négociation. Surtout si on fait pas la trilogie entre Petr Yan et Merab, mais bon, je doute qu'il fasse pas ça. L'UFC, à mon avis, c'est ce qui va se faire. Et voilà, donc lui, il est en position pour avoir des combats très intéressants dans la catégorie. Combat chez les poids lourds, derrière, dans cette carte, après qui était juste avant le O'Malley contre Yadong, on avait Waldo Cortés Acosta, qui a battu Derek Lewis. Donc, sur les 7 derniers combats de la soirée, en croquant un peu dans les prélims et sur la main card, ça a été le seul finish ici. Un finish un peu particulier en plus. Quand on voit le ralenti, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Derek Lewis Qu'est-ce qui se passe Mais en tout cas, on se demandait sur quel rythme allait partir ce combat. Ça a été assez calme au tout début, avec quand même, il a envoyé pas mal de high kick Derek Lewis. Derek, tu comprends pas. Donc il est parti là-dessus, ils ont pas vraiment fait mal parce que la garde était bien en place chez son adversaire. Donc voilà, ça a été le début de combat qui était plutôt marqué par ça. Je comprendrai jamais comment Derek Lewis combat. C'est à la fois le propriétaire du record du nombre de KO à l'UFC quand même. Faut toujours le dire. Et quand tu as une frappe comme la sienne, pourquoi ne pas travailler beaucoup plus simple Si tu sais envoyer les jambes, envoie des low kicks, je sais pas, mais pourquoi t'envoies des coups de pied ciseaux alors que tu sais que ton cardio est suspect, que tu sais que si tu fais ça, tu vas entamer ton cardio le plus. Je comprends pas trop. Et puis pareil, sans vouloir le dénigrer, le TKO qu'il prend, en tout cas la frappe qu'il prend, qu'il envoie au sol, puis les ground and pound, ça ressemble à un abandon. C'est comme ça que je le vois en fait. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois moi. Potentiel abandon de Derek Lewis. Bon, ça y est, il a tellement roulé sa bosse que peut-être qu'il se dit, allez, c'est bon, je suis là, je suis encore bien placé sur une carte principale d'un très gros numéroté très attendu. Donc voilà, je peux peut-être m'arrêter là. Cortés Acosta 5e avant ce combat dans la catégorie des poids lourds. Derek Lewis, il était 8e. Quel futur pour Waldo Cortés Acosta, parce qu'il a demandé Curtis Blades. Curtis Blades, c'est un peu le gatekeeper par excellence. C'est vrai que quand il est face au très gros, il perd. Mais quand même, il faut aller le prendre. Est-ce qu'avec le striking qu'il a montré, Cortés Acosta, il pourrait aller gêner un Curtis Blades qui pourrait essayer d'aller le prendre en lutte? Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que Curtis Blades, même si c'est un excellent lutteur, il a montré que c'était une lutte défendable, parce qu'il a jamais réussi il n'a pas imposé à tous ses adversaires. Donc tu peux défendre sa lutte et tu peux le mettre KO. Il encaisse pas super bien les frappes. Donc c'est un bon call-out. Je pense qu'il y va étape par étape aussi. Waldo, il a compris pas mal de choses, Waldo Cortés Acosta, qu'il aura beaucoup plus de crédit auprès des fans et de l'organisation s'il multiplie les combats. Donc plutôt que de dire tout de suite je veux le champion, etc., en fait il fait étage par étage, il se prend pas la tête. Ça lui assure 4 combats par an, de prendre le mec juste au-dessus, puis le mec juste au-dessus, puis le mec juste au-dessus. Et puis après, au bout d'un moment, oui, il arrivera sûrement à la ceinture s'il continue à gagner. Mais il a besoin d'argent, il a 10 enfants, pour rappel, non 9. Ah ouais. Il a dit qu'il ferait pas le 10e. Ah ouais, il en a 9. Il a dit qu'il ferait pas le 10e du coup. Imagine la réunion de famille, il dit chérie, il faut que je te parle. Écoute, donc, tu vois, il y a pas mal de bouches à nourrir, bon, il a de l'argent. Il a dit qu'il voulait combattre au Mexique parce que sa femme est mexicaine notamment et qu'il a des enfants mexicains. Donc voilà, je pense qu'on va lui accorder son souhait. Il va combattre au Mexique. C'est un mec qui a quand même mérité la place à laquelle il est maintenant, parce que en fait, même là en préparant l'émission qui était samedi soir, il était à 9-2 à l'UFC, seulement à l'UFC avant ce combat. Tu vois, c'est sa seule défaite. C'était contre Pavlovich récemment. Avant, je ne sais plus contre qui il avait perdu. Mais voilà, c'est un mec qui a quand même bien mérité son statut, qui a enchaîné beaucoup de victoires l'année dernière. Et là, il le prouve encore. Et c'est bien d'accrocher un très gros nom pour lui, pour son palmarès, pour dire, regardez, maintenant, je peux aller prendre à peu près tout le monde. Parce que devant lui, maintenant, il ne reste que Pavlovich, contre qui il avait perdu, Curtis Blades, Volkov, Cyril Gane et donc Thomas Spinal. Donc voilà, dans une victoire ou deux, il pourrait être dans la conversation pour la ceinture et il l'aurait mérité. Exactement, il va y être rapidement et encore une fois, il a la bonne stratégie de prendre juste le mec au-dessus. Là, il se dit, ok, le mec que j'ai pas combattu qui est au-dessus de moi, c'est Curtis Blades, je vais aller le chercher. Peut-être que derrière, on lui proposera une revanche contre Pavlovich ou alors qu'il aura obtenu le droit de combattre encore un peu plus haut. C'est malin et en plus, il a montré une évolution depuis sa défaite contre Pavlovich, justement, parce qu'il gagne que par KO. Donc moi j'aime bien ce combattant, c'est un combattant qui fait les choses correctement, je trouve. Et puis gros bien lui fasse, il arrive à obtenir les bonus, ça fait $25 000 dans la poche,
C'est bien, on va continuer son chemin tranquille. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec 9 enfants, 25 000, tu les prends. C'est bien. Ça peut t'aider à payer quelques factures à la fin du mois. C'est clair. Allez, on passe au combat féminin de cette carte principale. Natalia Silva contre Rose Namajunas. Victoire donc de Silva. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat, Baba ? Ouais, c'est un combat très serré, il y a une petite controverse. Moi, à chaud, je peux très bien imaginer un monde où Rose a gagné les 2 premiers et perd le 3e. Le 3e, c'est sûr qu'il est pour Natalia Silva. Le 2e, moi, je l'accorderais plus à Rose, donc tout se jouait dans le premier. Et là, tu te demandes un peu comment ça a été jugé. Moi, il n'y a pas de vol là-dedans. Si ceux d'entre vous avaient le combat pour Rose, vous avez probablement raison. Ouais. Et les juges l'ont donné à Natalia, ils ont probablement raison aussi. C'est quand même suffisamment serré pour ça. Ouais, je sais pas. C'était un combat assez particulier. Natalia l'a abordé de façon assez particulière dans la manière de se tenir, de distribuer son striking. Au début, elle s'est pas trop lâchée en fait. Tu sentais qu'elle craignait Rose. Ensuite, elle a fini par faire parler sa supériorité physique, son athlétisme, mais elle a quand même assez largement dominé la 3e. Donc, c'est une bonne combattante, Natalia Silva. On va me dire que je force, hein, mais ce qui me ressort de ça, c'est que franchement, j'ai du mal à voir où ce serait un danger pour Manon Fiorot. Bah, c'est ça. En toute franchise. Et je dis pas ça parce que je suis chauvin. Ouais. Et il y a un truc que je découvre là en le regardant, c'est qu'elle est quand même 4e en pound for pound à l'UFC, derrière Valentina, Kayla Harrison et Zhang Weili. Ouais, je savais même pas qu'elle était 4e. Ouais. Alors qu'au classement de leur catégorie, elle est derrière Manon. C'est les fameuses logiques qui de temps en temps sont. mais bon, peut-être que là, vu qu'elle est 2e et que Manon est pour l'instant première, quand les classements vont être actualisés mardi, peut-être que Natalia va passer devant, non ? Ouais, c'est toute la question. L'UFC va le faire. Mais par contre, on va voir parce que ça aussi c'était marrant dans la conférence de presse aussi de Dana White parce que elle a dit avant le combat, on m'a promis un title shot si je gagnais. La question a été posée à Dana White et il a rigolé quelque part en disant ouais. En gros, il répond oui, ça doit être ça. Oui. Mais... Ouais, mais non, mais là pour l'instant, ce qu'elle a montré, là, ce combat-là, vaut pas forcément. Enfin, en tout cas, il la met pas en position de pouvoir dire je mérite mon title shot. Le seul moyen pour moi qu'elle passe devant tout le monde et qu'elle passe devant Manon, c'est parce que Valentina dirait moi, je veux combattre une adversaire différente et que l'UFC est à l'écoute. La vérité, c'est que Valentina, elle a un petit peu la main sur sa KT et qu'elle est presque en position de choisir un petit peu sa prochaine challenger. Ouais. Donc il y a un monde où oui, si Valentina dit moi je veux une adversaire différente plutôt que Manon, on sait qu'il y a un petit peu d'animosité entre Manon et Valentina, donc on sent que Valentina veut faire chier un petit peu la française. Mais voilà, Natalia c'est une bonne combattante, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne combattante, je dis juste qu'avec ce qu'elle montre, ça gagne par décision, ça se met au-dessus de ses adversaires, mais les 2 combattantes qui sont au sommet de cette KT, là aujourd'hui je la vois pas, je la vois ni battre Valentina ni battre Manon. Ouais, on reste à l'affût de voir ce qui va se passer à l'UFC parce que le destin de Natalia Silva sera lié forcément de près ou de loin à celui de Manon Fiorot dans cette catégorie des moins de 57 kilos chez les femmes, actuellement dominée par Valentina Shevchenko. Dernier combat de la carte principale, celui-là on l'attendait aussi, on voulait le voir. Jean Silva contre Arnold Allen. Ouais. Finalement, c'est Silva qui l'emporte. Ouais. Décision unanime. Ouais. Un juge à 30-27. Non, lui non. lui, on peut lui dire quelque chose. Ouais, lui, je sais pas ce qu'il a. Non, il a pas regardé. Je pense qu'il a pas regardé le premier round, c'est sûr. Parce que non, faut pas déconner. Il y a eu une accélération en fin de reprise pour Jean Silva. Ça lui fait pas voler le round. Ce round-là, il est pour Allen. Maintenant, c'est pareil. Les 2 autres, c'est débattable. C'est débattable. C'est un très bon combat, très serré, 2 styles différents, chacun dans son style caractéristique, très tactique du côté d'Arnold Allen, très technique. Jean Silva qui réussissait à avoir de très bons moments avec son agressivité, avec sa capacité debout à produire du dégât. Donc 2 écoles qui s'affrontaient vraiment. Moi j'ai vraiment bien aimé le combat. C'était un bon combat. Ouais, il était bien. Ouais. Très engagé. Jusqu'à la fin. Et puis Jean Silva qui fait le spectacle toujours. Ouais, voilà. Pareil, sa défaite récente contre Lopez, je pense que ça lui a donné un petit supplément d'âme. On l'a vu aussi quand il a vu la ceinture. Quand il faisait une séance photo, il l'a prise, il pleurait, il était ému. Enfin, il était habité par quelque chose d'un peu différent à la fin. Ah, il est habité par des. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu impensif de le dire. Ça c'est clair. Mais en tout cas, ça reste un personnage de fou pour l'UFC. Il est beau à voir combattre.
Et c'est ça. Et puis en fait, il y a de l'impact quand il rentre. Ouais. Moins Ouais, de volume, mais un impact, et ça faisait plus mal que Arnold Allen. C'est là En fait, c'est ça. où les dégâts vont être privilégiés, etc. Donc c'est peut-être ça, c'est son impact qui lui a certainement permis d'avoir d'avoir été adoubé par les juges à ce moment-là. Bah c'est ça, moi je pourrais jamais en vouloir à un juge qui privilégie, surtout que lui il est en bord de cage, le juge, tu vois. Lui il ressent, l'entend. il Même il ressent, il y a l'entend le tout bruit, il y bêtement, a mais- l'impact, il y a le truc, et il fait mal. Tu sens que Jean Silva quand il envoie, il fait mal. Arnold Allen, il est capable de faire mal, il a marqué ses points, tu comprends qu'il a bien travaillé, mais Jean Silva quand il touche, il fait mal. Tu sens que la frappe elle est différente et c'est la finalité du combat, moi je trouve, c'est d'infliger des dégâts à ton adversaire, C'est et ça. t'en Et infliges puis c'est plus, ça qui est favorisé d'être en aujourd'hui. position de gagner. Maintenant, oui, même chose que tout à l'heure. Si vous pensez qu'Arnold Allen a gagné, je me battrai pas du tout contre vous. Il y a un argument pour qu'il ait gagné. D'autant que je pense que sur ce qu'il fait plutôt à la fin, parce qu'il va coller un petit peu plus Arnold Allen, Ouais. je pense que lui-même pense qu'il est devant. Ouais, je ouais, pense que tu vois, dans le troisième, il se dit je gère, je temporise parce Ouais. que je pense que je suis devant et donc je peux me permettre de faire ça. Je pense que Firas Zahabi lui demande de pas prendre trop de risques, qu'il se voit devant et que voilà, faut pas trop aller le chercher. Et même moi, à chaud, hein, j'ai l'impression qu'il a peut-être fait suffisamment pour gagner Arnold Allen. Et puis après, quand je revois le combat, je me dis finalement, peut-être que Silva, il est devant. C'est particulier, c'est des combats serrés. Tout dépend comment tu vas juger ton combat, mais en tout cas, on a eu un bon spectacle. Ouais, très beau spectacle dans cette catégorie des moins de 66 kilos avec du coup un futur qu'on peut réenvisager pour Jean Silva. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour lui parce que il y a des choses à faire, mais là, il est que 10e en fait de sa catégorie des poids plumes actuellement. Avant d'updater les classements, Arnold Allen était 6e. Est-ce qu'il va prendre la place d'Arnold Allen directement? A Pas priori, forcément. ouais, mais il est censé monter au moins aussi haut que ça. Hein. Ouais, entre eux, il y a quoique ici, il y a Ortega, Garcia, Zalal et là, il y a Allen. Donc Non, mais Ortega, C'est- déjà, qui va disparaître de cette caté parce qu'il monte à 70 et on lui donne directement le numéro 11 de la catégorie 70. On fera un épisode un jour, hein, si vous voulez, sur ce que je ne comprendrai jamais. sur les changements de KT ou, Ah non, changement de caté, il n'y a sur- pas de problème, mais sur le privilège de certains, Ah ouais, ouais. Ah là, ouais. c'était quand même terrifiant ce qui se passe. Oui, du coup, lié au changement de KT, mais en gros, les mecs claquent des doigts, disent je veux faire ça et on y va. Quoi. Mais c'est n'importe quoi. À quel moment tu donnes un combattant qui est classé à Ortega alors qu'il reste sur quoi 3 défaites en 4 combats ou 4 Ouais, en mais 5, ça, je sais plus. moi, je suis totalement d'accord C'est avec toi. Parce ridicule. que je l'ai déjà dit ici aussi, moi, ça, même pour les champions qui sont ultra dominants dans leur KT, ça m'énerve un peu qu'ils puissent monter en claquant des doigts et aller prendre le Il y champion a des direct mecs qui au-dessus. font le boulot pendant des années, tu vois. Ça- Après, bon, t'as un privilège en tant que champion, vas-y, pourquoi pas. Mais Ouais, là, Ortega, mais- il y a zéro Ouais, mais t'as justification. un privilège que Et t'as puis, tu lui gagné dans donnes ta Moïcano. catégorie. Tu lui donnes Moïcano qu'il a déjà battu. C'est pas Ouais, comme si tu lui ouais. donnais Non, le combat le plus dur à 70, Ouais, ouais. quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que ça se justifie pour des mecs qui ont brillé, qui ont peut-être jamais perdu comme Topuria et qui demandent quelque chose et qui l'ont. Mais même moi, ça, j'aimerais qu'ils arrêtent un petit peu cette Faut mode parce arrêter. que du coup, à un moment, c'est bon, on a capté. Ça veut dire que pour n'importe quel gars, il commence à être bon et peut-être qu'il a un peu plus de mal à cutter, etc. Il a plus vraiment de défis, Ouais. bam, il monte et il prend n'importe qui. Ouais, voilà. Alors qu'il y a des mecs aussi qui ont largement mérité. Parce qu'il y a leur un place, monde donc, où Ortega il monte, il bat Moïcano, donc t'es obligé de le classer, donc quelqu'un Ouais. perd une place, et c'est qui le numéro 15 de la KT? Bah, Ouais. c'est Fares Diam. Ouais. Tu vois? Mm. Et là, non, c'est pas justifiable qu'un combattant comme Fares Diam, qui est sur la meilleure série de victoires, je rappelle, hein, il a 6 victoires d'affilée, donc c'est la meilleure série en cours dans la catégorie des 70. Et je me demande même si c'est une des meilleures tout court, tu vois. Donc, ouais, non, je suis pas. Enfin, bref, c'est un Ouais, aparté, c'est mais. un peu. Mais ouais, non, je pense que. C'est une Mais mode tu vois avec laquelle venir je suis le pas Jean trop Silva d'accord non peut-être contre Movsar Evloev, tu vois. Parce qu'ils Ouais. savent pas quoi faire de ce gars-là. Bah après, je regarde parce que on essaie d'anticiper son classement. Aljamain Sterling, là, il est 5e. Donc, vu qu'il est 5e, Ah ouais. tu vois, ça peut aussi faire quelque chose. Ouais. Après, et puis est-ce- on sait le dédain de Dana White pour Sterling, donc ouais, il y a un monde où il veut voir Jean Silva casser la gueule de Sterling, ouais. bon, voilà, il y a des choses faisables en tout cas dans cette KT qui, comme moi je le pense, on en reparlera aussi dans l'épisode qui va venir sur l'UFC 325, mais qui manque de grosses têtes, qui manque de gros noms, et Jean Silva peut faire partie de ces mecs-là qui mettent un peu de lumière sur la catégorie des moins de 66 kilos. En tout cas, il est en train de bien se faire connaître du grand public, Jean Silva, même s'il l'était aussi avec les Fighting Nerds, etc. Grosse tête de la catégorie des moins de 66 kilos. Rapidement, parce que ça y est, on va arriver à 1h, Baba, juste sur les prélims, si tu veux parler de quel combat, peut-être juste Ateba Gauthier déjà, ça a été l'un des prospects de l'année 2025. Il a manqué d'adversité, notamment sur son dernier combat contre Vines. Et là, on a pensé que ça allait le faire dans les 3 premières minutes. Et finalement, il est allé jusqu'à cette décision unanime. Mais il y a de la déception. Moi, quand je ressors de ce combat, je me dis, j'aurais aimé voir un Ateba Gauthier continuer sur le chemin qu'il avait commencé à se frayer, c'est-à-dire un mec qui va finir vite. Parce que tout n'était pas excellent dans ce qu'on a vu. Ah mais pas du tout, genre, il a gagné, il a dominé le combat, je ne veux pas du tout être trop dur avec lui. Simplement, il a montré beaucoup de limites sur son game, Ateba Gauthier. Il a montré qu'il était très unidimensionnel. S'il n'arrive pas à descendre son gars,
il n'y a pas beaucoup de choses de exploser dans la distance et envoyer des combinaisons en anglaise. Il n'y a pas de jeu avec ses jambes, il n'y a pas de frappe calculée avec ses jambes. Il va envoyer des middle, il va envoyer des high kicks, mais il ne va pas envoyer de low kick, par exemple. Il ne va pas travailler son adversaire. Il sait que détruire. Il ne sait pas construire quelque chose en combat dur et quand en face il y a de l'adversité. Tu penses qu'il a le terreau pour pouvoir apprendre à le faire, ou alors c'est un combattant trop instinctif, trop brutal pour réussir à construire ses combats comme il devrait apprendre à le faire un peu? Moi je pense que tout le monde peut le faire. Francis, c'est un peu l'image dont on avait au début de sa carrière. Au final, il a beaucoup évolué et on a vu un Francis beaucoup plus complet dans ses combats suivants. Donc tu vois même un Francis qui est plus lutteur à la fin, notamment sur sa victoire au PFL, tu vois, donc contre je sais plus comment il s'appelle, le combat Problema. Donc clairement il est très jeune, il a que 23 ans, donc il a tout à faire, il apprend encore son métier, je pense à Teba Gauthier. Maintenant voilà, c'est une alerte pour se dire il faut se remettre en question, notamment c'est un combattant, c'est un pressure fighter, c'est un combattant qui a besoin de te mettre la pression, de te faire reculer, d'avancer sur toi. Le problème c'est que si tu sais pas couper la cage, si tu sais pas couper la route de ton adversaire, tu vas juste te fatiguer à lui suivre et tu vas jamais les toucher, et si tu les touches pas contre une adversité autrement supérieure que celle qu'il a vue, la vérité c'est qu'il perdra tout simplement. Donc c'est un middleweight à Teba Gauthier. Je vous laisse imaginer si tu lui mets un assour en face de lui, je te laisse imaginer comment ça se passe. Il l'attrapera jamais et il se fera punir. Donc il va devoir, mais il a que 23 ans, donc l'avenir est devant lui. Et puis il prend une victoire. Il a gagné. On dit ce qu'on veut, mais il a gagné. Il n'y a pas eu la photographie, elle était très claire. C'est mieux d'apprendre en gagnant. C'est mieux. Donc, mais par contre, il faut identifier le fait qu'il y a pas mal de choses à faire pour progresser. Teba Gauthier vainqueur donc de Andrei Pouliaev, c'était sur la carte préliminaire. Et puis dernier fight dont je te laisse dire un mot avant qu'on se quitte, Oumar Nurmagomedov qui bat Deiveson Figueiredo Nurma qui avait accepté le combat alors que Figueiredo était 2 kilos au-dessus quasiment au moment de la pesée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce fight? Figueiredo il était très fuyant. Je pense que ça a à voir aussi avec le cutting raté, avec tout ce qui s'est passé, parce que il misait tout sur une frappe ou deux, tu vois, derrière il se sauvait un peu, il voulait pas trop se faire lutter, donc Nurmagomedov il a beaucoup coursé, il a beaucoup essayé de le cadrer, de l'attraper, de lui mettre les mains dessus, donc il était frustré même en fin de combat. Nurmagomedov, voilà, il a gagné, il a dominé son sujet, il n'y a pas de problème, mais il n'avait pas spécialement d'adversité en face. C'est un combat un peu décevant du côté de Figueiredo. Victoire de Oumar Nurmagomedov sur Deiveson Figueiredo, dernier combat de la carte préliminaire de cette UFC 324. J'espère qu'on a été complet, Baba. Ouais, je pense qu'on a été. On a été en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire parce que ce combat entre Gaethje et Pimblet et dans son contenu et dans les conséquences qu'il pourrait y avoir vont avoir forcément beaucoup de répercussions dans les semaines qui viennent. On va se retrouver cette semaine, Baba, pour l'UFC 325. Exactement. Le preview, Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Et on sera encore tous les deux. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Merci, Baba. Merci à toi, Charles. Merci à vous tous. Et à très vite. À très vite dans le RMC Fighter Club. Merci à Kylian Verov et à Kevin Pogam qui étaient aux manettes de cet épisode. On se retrouve très très vite pour le RMC Fighter Club. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.